la grande encyclopédie, l'encyclopédie de Diderot, a sur Jeanne un article dont la lecture est bien divertissante. On y voit en particulier ceci, que Jeanne n'avait réussi en somme que grâce à la crédulité des deux parties. Elle est bien bonne. La crédulité des Anglais, mais il ne s'agissait pas de crédulité, il s'agissait simplement que par la force, Jeanne d'Arc était arrivée à repousser les Anglais. Les Anglais avaient dû lever le siège d'Orléans. Il ne s'agit pas de crédulité, il s'agit de violence. Elle était plus forte qu'eux. Crédulité du côté des Français, attention, oui, du côté du petit peuple, les gens se persuadent qu'elle est en effet une émissaire divine, mais les soldats, les mercenaires et les gens, les civils même d'Orléans qui travaillaient derrière elle, quand ils avaient vu cette gonzesse, permettez-moi le mot, qui en faisait tant, c'est pas qu'ils se lançaient avec une telle fougue, eh ben les hommes, les mâles, se disaient on ne peut pas en faire moins qu'elle, elle était comme le feu dans la paille, si vous voulez. Il ne s'agit donc pas de crédulité, il s'agit de contagion de courage. Alors c'est complètement faux de dire qu'il y a eu une crédulité autour d'elle. Je sais bien que dans le journal de ce qu'on appelle le bourgeois de Paris, on aurait dû du reste l'appeler le clerc de Paris, parce qu'on sait aujourd'hui que ce n'était pas un bourgeois, c'était un prêtre de l'université de Paris. Il y a cette formule extrêmement curieuse qui est de l'époque, qui est de 1429, quant à la pucelle, comme on dit, une créature en forme de femme, ce que c'est, Dieu le sait. Par conséquent, il y avait des gens qui se disaient c'est peut-être tout de même une sorcière. Mais enfin, s'il y a une certaine crédulité autour de Jeanne, son succès d'Orléans ne doit rien à cette crédulité même. Succès d'Orléans, Anatole France, par exemple, dira il ne faut pas nous faire croire que c'est Jeanne qui a bouté les Anglais hors de France. Vous voyez la fameuse formule, bouter les Anglais hors de France. Minute, je vous avais bien signalé que France pour elle, ça signifie Île-de-France. Et effectivement, peu de temps après la mort de Jeanne, les Anglais ne posséderont plus l'Île-de-France puisqu'ils vont perdre Paris en 1436. Donc, elle a fait tout de même quelque chose de considérable. Elle a, si vous voulez, elle a renversé le cours des choses, renversé le cours de l'histoire. C'est tout de même un fait. Regardez par exemple quand Christine de Pisan, la poétesse de l'époque, va dire « L'an 1429 reprit à luire le soleil ». C'est ça, le soleil s'était repris à luire pour les Français. Et c'est Bedford lui-même, l'Anglais, qui va l'avouer, dans une lettre de juillet, « Toutes choses ont prospéré pour nous jusqu'au siège d'Orléans ». Donc c'est une chose absolument enregistrable, c'est incontestable que l'acte de Jeanne à Orléans a renversé le cours des choses et qu'à partir de cette date, les Anglais qui étaient triomphants vont cesser d'être triomphants, ça y est. Le bruit se manifeste à travers toute l'Europe, puisque je vois par exemple dans un texte allemand qu'on appelle la Sibylla Francica, quelque chose sur Jeanne, on ne sait même pas son nom, on dit la Sibylle des Français. Je vois Jean Chartier, non, Alain Chartier, oui, Alain Chartier, le poète, qui va la comparer à Hector, à Hannibal, à Alexandre. Je vois la Christine de Pisan qui parlait du soleil qui se remit à luire, qui la comparait à Judith, à Esther, à Déborah. Il y a une lettre du trésorier de l'empereur d'Allemagne, Sigismond, à son maître, pour lui expliquer, il se passe quelque chose d'extraordinaire en France, enfin, il y a une fille comme on n'en a jamais vue. Et puis la preuve de ce retentissement inouï de la renommée de Jeanne, c'est que des gens vont se mettre à la consulter pour des choses qui ne la regardent pas, mais il semble qu'elle soit vraiment l'émissaire divine. La duchesse de Milan, qui a perdu son duché, va écrire à Jeanne pour lui demander comment est-ce que je pourrais faire pour conquérir mon duché. Il y a le comte d'Armagnac, qui lui a des difficultés avec le pape, parce qu'il avait soutenu un mauvais pape, et qui va écrire à Jeanne pour lui dire quel est le bon. Jeanne, du reste, ne répondra pas tout de suite, elle dira laissez-moi prendre Paris, puis je vous répondrai. Ce qu'il y a de mieux encore, c'est les capitouls, comme on dit, ça veut dire les échevins de Toulouse, qui ont eu des difficultés monétaires, parce qu'ils ont fait refondre leur monnaie, et il y a des pépins. Alors ils demandent à Jeanne de venir à Toulouse, ou du moins de leur envoyer des consultations pour expliquer comment se tirer financièrement de leur situation économique. Là, vous voyez que c'est tout de même vrai que le bruit qu'avait Jeanne a été immense à travers la France, et même à travers l'Europe. Qu'est-ce qu'elle fait après Orléans? C'est assez difficile de la suivre. On croit aujourd'hui qu'on peut suivre Jeanne à la trace, comme ça, dans sa courte trajectoire. Vous savez, ça va durer un peu plus d'1 an. On peut s'imaginer qu'on y arrive de semaine en semaine. Mais c'est pas vrai. On voit bien qu'après Orléans, elle va se diriger vers Blois, croyant trouver le roi. Elle ne le trouve pas. Elle va aller à Loches, et c'est le 11 mai qu'elle sera à Loches, et jusqu'au 23 mai, elle va y rester. Après, il n'y a pas moyen de savoir où elle est, sinon que une lettre d'un petit Laval, Guy de Laval, qui est écrite à sa mère le 8 juin, et bien dans cette lettre, le petit Laval dit « Avant-hier, 6, j'ai vu Jeanne à Celles en Berry, comme on disait à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est Celles-sur-Cher. Je l'ai vue, on a même bu du vin ensemble, et puis elle est partie le lendemain pour Romorantin. Qu'est-ce qu'elle fait à Celles-sur-Cher? Qu'est-ce qu'elle fait à Romorantin? On n'en sait rien du tout. Il semble qu'elle soit allée dans la région de Saumur aussi, pour voir la famille du duc d'Alençon. On n'a pas beaucoup de preuves. Ce qu'on sait, c'est que cette Jeanne qui voulait se battre, qui voulait en découdre le plus rapidement possible avec les Anglais, on la stoppe
après Orléans. Et j'ai l'impression que le roi trouve qu'il commence à être un petit peu gênant. Preuve, le roi n'est pas venu à Orléans. Et tous les gens d'Orléans attendaient que le roi leur fasse visite. Enfin, on a délivré la ville, il y tenait tellement, il ne vient pas se faire acclamer. Pourquoi il ne vient pas? Ben, je suis à peu près sûr que le roi ne vient pas parce qu'il se dit les applaudissements sont peut-être pas mal pour moi, mais ce sera surtout un triomphe pour la gosse. Et ça, je ne veux pas. Je suis Sa Majesté. Alors, il n'y vient pas. Et deuxièmement, ce qui est encore mieux, il y a une circulaire que nous possédons du roi Charles VII à ce que l'on appelle les bonnes villes de son royaume, où il explique « Réjouissons-nous, on a eu de grands succès ». Il raconte comment Orléans a été brusquement délivré, et il dit carrément ceci: la Pucelle a toujours été présente en personne à l'exécution de toutes ces choses. Elle a été présente en personne à l'exécution de toutes ces choses. Comme si les choses s'étaient passées en dehors d'elle, elle assistait, bien entendu. Mais dire ce qui était la vérité, c'est elle qui a tout enlevé, ah non, ça, il ne faut pas le dire. Le roi est gêné au point que, nous savons ça par Simon Charles, il va dire à Jeanne, c'est merveilleux ce que vous avez fait, mon petit, enfin je suis bien reconnaissant, il faudrait vous reposer. Il lui a dit ça, il faudrait vous reposer maintenant. J'ai l'impression qu'il veut la mettre un petit peu sur la touche parce qu'il trouve qu'elle occupe une place qui lui semble excessive. On a quelques renseignements sur Jeanne à cette époque qui sont d'autant plus intéressants qu'on ne la voit pas sous cet aspect-là. La robe, par exemple. Nous voyons toujours Jeanne en costume d'homme. Et Dieu sait qu'au moment de sa captivité, au moment de son procès, c'est ce costume d'homme qu'on va lui reprocher. Mais on sait d'autre part, il n'y a pas tellement longtemps qu'on le sait, que le duc d'Orléans, qui est prisonnier en Angleterre, sachant que sa ville a été délivrée par Jeanne, va lui faire une robe magnifique, avec 2 aunes de fine Bruxelles vermeille c'est-à-dire cramoisi, hein, et une aune de tissu vert perdu, ce qui voulait dire vert foncé, pour la huque. La huque, c'est une veste qu'on mettait par-dessus la robe. Tout ça, ça coûtait 13 ducats d'or. C'était un chiffre considérable. Ben, même si Jeanne avait l'habitude de se balader en costume d'homme, soyez tranquille que simplement même pour honorer le donateur, c'est-à-dire le duc d'Orléans, elle l'a mis, sa robe. Puis, comprenez, ça devait la changer, cette pauvre gamine. Quand elle est arrivée devant Baudricourt à Vaucouleurs, on sait qu'elle avait une robe rouge rapiécée. Alors maintenant qu'elle porte une robe de fine Bruxelles avec une huque de verre perdu, vous pensez qu'elle est contente. Quand est-ce qu'elle l'a mise, sa robe? Ben, je suppose qu'elle l'a mise au moment où sa blessure de l'épaule a été guérie. Peut-être vous vous rappelez, la dernière fois, je vous ai dit que le 8 mai, lorsqu'elle a cru qu'on allait se battre avec les Anglais et qui ont tourné les talons, elle avait dû mettre un jasseron, c'est-à-dire une cotte de maille. Elle ne pouvait pas mettre l'armure. Elle avait cette blessure à l'épaule. Elle dit au procès, ça a duré environ 15 jours. C'était le 7 mai qu'elle avait été blessée, donc disons que vers le 20 mai, la blessure est guérie, il n'y a plus de pansement, alors elle peut mettre sa belle robe. Tout petit détail. 2 aunes plus une aune supplémentaire, une aune pour la huque, 2 aunes. Eh bien, le calcul a été fait. Qu'est-ce que ça représentait? Ça représentait une petite femme. Alors, quand je vous ai dit l'autre jour qu'elle était petite, on le sait par le calcul de la robe. Les robes, à ce moment-là, n'étaient pas des mini-jupes, hein, ça descendait jusqu'aux pieds. Par conséquent, 2 aunes, ça faisait une taille de un peu moins de 1,60 m. Bon, alors, il y a une petite Jeanne très fière. Guy de Laval, qui la rencontre à Celles-sur-Cher et qui écrit à sa mère, j'ai vu la fameuse Pucelle. Il dit, elle a de très beaux chevaux, de très beaux chevaux. D'autre part, elle se balade avec une petite hache de parade, comme Jeanne Hachette, vous savez, une petite hache. Elle tient comme un bâton de maréchal. Elle ne se bat pas à ce moment-là. Elle est à Celles-sur-Cher, à Romorantin, mais elle tient sa petite hache, ce qui prouve qu'elle a tout de même un certain goût du luxe et de la parade. Et le Guy de Laval va dire à sa mère, elle a fait venir du vin, elle m'a invité, et elle m'a dit, j'ai envoyé à votre aïeule, qui était la veuve de Duguesclin, un petit anneau d'or. Et mais si elle commence à pouvoir inviter les gens, et si elle envoie des anneaux d'or à une vieille dame, c'est qu'elle a maintenant des moyens. Il est vraisemblable, il est même certain, que le roi lui a donné un certain nombre de gratifications. Elle est toute contente. Ce goût de la parade chez Jeanne, il faudra y penser, ça va se développer chez elle. Je vous répète, on ne la voit jamais comme ça. Hein. On la voit ou bien la pauvre petite paysanne de Don Rémy, ou la fille avec son armure qui se bat. Mais il y a des moments où elle ne se bat pas, où elle est à la cour, où elle est une dame de la cour, avec de très jolis atours. Elle a des moyens, Jeanne, maintenant, et il y a des gens qui y pensent, vous savez, des gens qui lui touchent de près. Il la touche de près, et en particulier ses frères. Dans la lettre de Guy de Laval, il dit, il y a un frère de Jeanne, son frère, dit-il simplement, il ne sait pas qu'il y en a 3. Il y a son frère qui est venu la rejoindre il y a 8 jours. Or, je viens de vous dire, la lettre est du 8 juin, par conséquent, le frère serait apparu le 1er juin. Seulement, Régine Pernoud a retrouvé les contes d'Orléans, et dans les contes d'Orléans, il y a des choses bien curieuses. Il y a en particulier ceci, 72 sols pour 3 paires de houseaux et 3 paires de souliers, O à UX, aux frères de la Pucelle. Ben, comme on dit toujours qu'il y a eu Jean et Pierre qui sont venus la rejoindre, mais qu'il y a 3 paires de houseaux et 3 paires de souliers,
J'imagine qu'il n'y en avait pas un qui avait deux pères et puis l'autre qui n'en avait qu'une. Vraisemblablement, les trois frères sont amenés. Même le Jacquemin, le frère aîné, dont on nous dit qu'il est resté tranquillement à Vouton, là, dans le coin, il ne s'est pas déplacé, il n'a pas suivi sa sœur. Si, je crois qu'il est venu. Deuxièmement, 4 livres. Et à ce moment-là, 4 livres, c'était quelque chose. Vous allez voir, par exemple, que les assesseurs au procès, qui sont de grands personnages, vont recevoir 1 livre par jour. Eh bien, 4 livres à Jean pour, dit le registre, pour lui aider à vivre et à soutenir son état. Son état de quoi? Son état de monsieur frère, le frère de Jacques, quoi. Alors j'ai l'impression qu'il y a une assez triste odeur de parasitisme qui commence à se répandre autour de Jacques. Quel détail avons-nous encore sur elle, son comportement à ce moment-là? Quichera, dans ce très beau petit bouquin qu'il avait fait en 1850, et qui s'appelait Nouveaux aperçus sur Jeanne d'Arc, Quichera a un mot qui va paraître un petit peu violent, mais que je trouve assez juste. Il dit, il faut bien comprendre que la petite Jeanne, surtout quand elle avait réussi comme ça, avait en elle une espèce de jactance. Puis nous avons aussi ce texte de Gerson. Gerson, c'était ce grand théologien que l'on avait consulté quand on travaillait à Poitiers pour savoir si on l'engageait ou pas. Et Gerson va répondre, oui, je sais, il y a chez elle un certain caquet. C'est-à-dire qu'elle parlait probablement beaucoup. Elle parlait avec assurance, elle parlait avec autorité. Elle était péremptoire. Parce que dans la lettre de Guy de Laval, qui raconte à sa mère, j'ai vu Jeanne, elle m'a offert du vin, il y a 2 petits détails qui m'intéressent. Il l'a vue monter à cheval avec sa petite hache, sa hache de parade. Elle se dirigeait vers Romorantin. Elle était à cheval, et à ce moment-là, dit Guy de Laval, elle s'est retournée vers le clergé qui était sur les marches de l'église de Celles-sur-Cher et a dit, vous, les prêtres, vous allez faire procession et faire des prières. Elle donne des ordres au curé maintenant. Deuxièmement, ce ton péremptoire, eh bien, je le trouve dans les propos que le petit Guy de Laval rapporte. Elle dit, elle m'a fait boire du vin et m'a dit, et je vous en ferai boire bientôt du meilleur encore à Paris. Elle est convaincue qu'elle va enlever Paris. Elle pourrait avoir la tête tournée, cet enfant. Non, elle n'a pas la tête tournée. On en a 2 preuves. D'abord, il y a Regnault de Chartres qui ne l'aime pas. Vous savez, c'est l'archevêque de Reims, c'est le chancelier, enfin, c'est le bonhomme qui la regarde du coin de l'œil, qui lui dit à un moment, mais Jeanne, vous ne devriez pas vous laisser comme ça adorer dans les rues, puisque les gens viennent toucher ses vêtements, enfin, ça se prosterne devant elle. Elle répond gentiment, oui, si je n'avais pas avec moi l'aide de Dieu, je deviendrais en effet une vaniteuse et une égoïste. Donc elle demande à ce bon Dieu auquel elle croit, elle lui demande de la préserver de cet orgueil. Puis il y a un autre détail que j'aime bien aussi, qui nous vient de cette logeuse dont je vous ai parlé, la Touroule, d'où elle a habité à Bourges. Il y avait des quantités de pauvres gens qui venaient la voir. Et maintenant qu'elle est une personne importante, qu'elle est bien vue à la cour, on lui dit, Jeanne, vous ne devriez pas permettre à ces gens de venir vous voir comme ça, de si près. Et elle répond, j'ai été envoyée pour la consolation des malheureux. 3e petit détail qui me plaît beaucoup. Comme on dit que c'est une fille divine, alors les gens la prennent pour une sainte, elle lui apporte, c'est les femmes qui font ça, des chapelets et des médailles pour les bénir, pour les toucher. Et elle a dit à sa logeuse, la Touroule, écoutez, vous devriez les toucher vous-même, ça fera le même effet. Eh bien, j'aime beaucoup que cette petite n'ait pas la tête tournée, elle n'a pas de vertige. Hein. Toujours est-il que pendant ce mois où nous la regardons vivre comme nous pouvons, c'est simplement des petites échappées, hein, on ne sait pas tout, il est évident que cette fille a l'impression de perdre son temps. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut faire sacrer son fameux roi à Reims. Et sur la route de Reims, du moins dans son idée, il y a Paris. Elle veut enlever Paris. Elle l'a dit 2 fois. Elle l'a dit dans sa lettre du 22 mars aux Anglais, je prendrai Paris, et elle vient de le dire au petit Guy de Laval, je vais vous faire boire du bon vin, du meilleur vin encore à Paris. Paris, il ne se rend pas compte, la pauvre petite. Hein. Les politiques doivent se dire, elle n'y voit pas plus loin que le bout de son nez. Enfin, c'est une fille de fougue, c'est une fille d'élan, c'est une fille qui n'a pas de connaissances militaires, mais qui entraîne les soldats parce qu'elle se jette elle-même au risque de sa vie. Mais Paris, ça appartient à qui? Depuis 1418, si vous vous rappelez ce que je dit dans le premier exposé, depuis 1418, Paris est aux mains du duc de Bourgogne. Je sais, le duc de Bourgogne, maintenant, il est plutôt, il prend ses distances à l'égard des Anglais. Il se dit que ce serait un peu dangereux que les Anglais soient trop importants. Et nous avons dans cette correspondance Morosini, dont je vous ai déjà parlé, je vous rappelle de quoi il s'agit. Ce sont des Vénitiens qui ont des correspondants en France. Ces correspondants parlent d'autre chose que d'affaires commerciales, d'affaires politiques aussi. Vous savez, politique et commerce, ça va souvent ensemble. Et dans une des lettres de ce Giustiniani qui écrit à la maison mère, il y a ceci, j'ai vu récemment à Bruges, et Bruges c'est chez Philippe le Bon, hein, j'ai vu un Anglais qui m'a dit, je me doute bien que le duc de Bourgogne ne serait pas mécontent de voir les Anglais un peu battus. Et bien c'est ce qui vient d'arriver, les Anglais sont un peu battus. Néanmoins, il faut y aller doucement. Hein. Comme la grande politique de Charles VII, c'est d'essayer de détacher Philippe le Bon des Anglais, comme ce détachement semble être en bonne voie, puisque déjà Philippe le Bon a retiré ses picards, ses soldats picards, vous savez qu'il avait mis en garnison de Nouvelle-Orléans et qu'il les a repris, on peut espérer que doucement et peu à peu, il va plaquer les Anglais.
Mais il ne faut pas lui prendre Paris. Attention, ça serait de la provocation. Alors quand Jeanne dit « je veux aller prendre Paris », les gens sourient, enfin les gens du Conseil, en disant « oui, les minutes petites, enfin ne vous emballez pas trop ». Jeanne voudrait tout de même faire quelque chose. Alors, elle a pensé à la Normandie. La Normandie, c'est pas du côté de Philippe de Bourgogne. Par conséquent, on pourrait y aller, ça ne gêne pas les Bourguignons. Mais la Normandie, c'est loin des États de Bourges du roi, puis ça coûtera horriblement cher. Et le roi prétend, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il a déjà dépensé 100 000 livres, c'est une fortune, qu'il aurait dépensé 100 000 livres pour ravitailler Orléans et pour payer les mercenaires. Je n'ai pas d'argent pour faire une campagne. D'autre part, je crois bien que ça sera toujours la politique Charles VII, éviter le plus possible les grandes batailles. On ne sait jamais ce que ça donne une grande bataille. On a le souvenir d'Azincourt, on a le souvenir de Verneuil. Azincourt, c'est 1415, Verneuil, c'est 1424. On a le souvenir de la petite défaite qu'on a essuyée à Rouvray en février 1429. Alors le roi n'a pas du tout, maintenant qu'il a le vent en poupe, pas du tout envie de compromettre sa situation par une opération militaire risquée, où il risquerait effectivement d'avoir sur le dos une bataille perdue, une défaite. Alors pas du tout d'histoire de Normandie. Duc d'Alençon lui aurait bien voulu, il avait même demandé « Donnez-moi Jeanne et on va aller reprendre la Normandie aux Anglais ». Non, non, le roi ne veut pas de cette histoire-là. Alors Jeanne obsède le roi. Elle va le voir, je pense qu'elle l'assomme du reste. Elle demande tout le temps à le voir pour lui dire « Enfin, sire, il faut y aller, il faut aller à Paris, ou du moins il faut aller à Reims si vous ne voulez pas aller sur Paris ». Et là, il y a un incident que je trouve intéressant, enfin touchant. Ça fait beaucoup rire M. Anatole France, moi ça me fait pas rire. Il y a le comte d'Harcourt, qui se trouvait avec le roi un jour où Jeanne était venue la supplier Sa Majesté de l'écouter et de marcher sur Reims. Et le comte d'Harcourt dit « Jeanne, est-ce que vous voudriez nous expliquer un petit peu, là nous sommes en tout petit comité, il y a d'Alençon, le roi et moi, d'Harcourt, vous pourriez nous expliquer ce qui se passe quand vous entendez, comme vous dites, vos voix, vous avez vos apparitions surnaturelles ?» Et comme le roi insiste, lui dit « Oui, Jeanne, expliquez-vous. » Et bien cette petite va essayer de raconter. Alors elle s'est mise à genoux. Et elle a dit, je fais une prière, je demande au ciel de m'aider. Et j'entends quelqu'un qui me dit, fille, D. Vous savez, elle parlait un drôle de français, D, c'est Dieu, quoi. De même que je vous ai raconté qu'elle disait, Ranti, à Glasdale, pour rends-toi. Fille, D, va, je serai avec toi. Elle était là à genoux, elle joignait les mains, elle regardait comme ça en l'air. Et Anatole France dit, oh, c'est formidable, cette fille qui se met en extase sur commande. Mais non, il ne s'agit pas d'une extase sur commande. Elle a essayé de montrer aux gens ce qu'elle éprouve quand elle reçoit ces communications, entre guillemets, surnaturelles. Elle s'est prise à son jeu, si vous voulez. Elle a tellement imité qu'elle s'est sentie transportée comme elle l'était quand elle avait ces communications. Et je suis bien convaincu que les trois hommes qui étaient là et qui la regardaient se relever, probablement un peu tout en sueur, un peu tout essoufflé, ils n'avaient pas envie de rire. Il n'y a que M. France qui a envie de rire, et bien moi, pas du tout. Alors le roi doit se dire, enfin il faut de même l'utiliser cette fille, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Elle est bouillonnante, elle veut absolument se battre. Et bien, il y aurait une petite campagne qu'on peut faire, qui serait la campagne de Loire, c'est-à-dire, je vous l'ai dit, les Anglais avaient perdu Orléans, mais ils avaient des garnisons en amont, attendez, oui c'est ça, en amont du côté de Jargeau, ils en avaient deux en aval, il y en avait une à Meung, M-E-U-N-G, Meung, et l'autre à Beaugency. Alors le roi dit, ben, même si nous allons au Sacre, ça serait pas mal de liquider ces garnisons anglaises. Jeanne ne demande que ça, on va se battre de nouveau avant des cours. Ils se précipitent sur Jargeau. Les gars sont un peu effrayés parce que la citadelle de Jargeau est impressionnante. Et Jeanne leur dit à ce moment-là, mais enfin, vous savez bien que Dieu est avec moi. Et si je ne savais pas que Dieu est avec moi, mais je ne serais pas ici, je serais à garder mes moutons. On peut y aller. Alors les soldats marchent derrière elle et on emporte la citadelle de Jargeau. Massacre, nouveau massacre de prisonniers, mais enfin à ce moment-là, Jeanne s'occupera même un instant, paraît-il, d'un prisonnier anglais qu'on vient de matraquer, qui est en train de mourir par terre. Elle appelle un aumônier, elle prend la tête de cet anglais sur le genou, elle le console, enfin, elle lui masque la mort, mais elle en avait vu tuer 100 ou 200 autres, vous savez, c'était la tradition d'égorger les prisonniers. Bien. Et on a fait un gros succès à Jargeau, parce qu'on a pris le comte de Suffolk, comme nous disons, Suffolk, je crois, comme disent les Anglais. Et ce comte de Suffolk, c'était quelqu'un de considérable. Un prisonnier qui allait représenter une rançon, je vous assure, substantielle. Après Jargeau, où il avait été comme d'habitude incroyablement courageuse, où il avait attrapé en grimpant le long d'une échelle contre la forteresse une pierre sur son casque qu'il avait fait dégringoler, puis il était remonté tout de suite, un peu étourdi, mais il était même reparti. Elle va être récompensée parce qu'on va traverser Orléans, naturellement, il y aura 2 jours de parade, un succès que vous imaginez, enfin le triomphe. Puis après, on va se diriger du côté de Laval, c'est-à-dire prendre Meung et prendre Beaugency. Quand la petite garnison anglaise de Meung voit arriver la bande, que je ne peux pas appeler la bande de Jeanne parce qu'elle n'est pas la patronne, c'est d'Alençon qui commande, quand on voit arriver cette troupe de Français, ils se replient de Meung sur Beaugency, parce que la forteresse de Beaugency, c'est beaucoup plus sérieux.
Bon, alors on occupe Main à peu près sans combat, il y avait juste une petite garnison d'arrière-garde, et devant Beaugency, ça on est devant des remparts sérieux. Alors là, de nouveau, Jeanne dit, comme d'habitude, il faut y aller, on attaque. Les capitaines sont toujours plus prudents et lui disent, on pourrait peut-être traiter avec les Anglais, ils ont l'intention, ils ont l'impression d'être battus, quoi. On pourrait peut-être les laisser partir. Jeanne est furieuse, mais les capitaines sont plus importants qu'elle, c'est d'Alençon qui commande, et qui traite avec la garnison anglaise en lui disant, on vous donne les honneurs de la guerre, vous allez pouvoir sortir, vous nous rendez simplement la ville de Beaugency. D'accord. Seulement, les Anglais savaient quelque chose que les Français ne savent pas encore, ils vont le savoir quelques instants après, pas le départ des Anglais, c'est que le fameux renfort qui devait arriver de Paris, avec ce Fastolf dont je vous ai parlé et que Shakespeare appellera Falstaff, celui dont Dunois avait dit à Jeanne, il s'amène, il lui avait dit ça pour la calmer, pour la tranquilliser, et il n'était pas venu du tout, cette fois il vient. Les Anglais savent, par des coureurs qui leur ont annoncé, que l'armée Falstaff s'amène. Alors, la garnison anglaise de Beaugency va remonter dans la direction de Paris, ils vont arriver jusqu'à Patay. Patay, c'est un petit peu au nord-ouest d'Orléans, et c'est là que la jonction des forces de Beaugency et des forces venant du nord de Fastolf va se faire. Il y a une grosse armée cette fois. Les Anglais sont assez nombreux, ils doivent être quelquefois dans les 5000, à peu près, dans les 5000. Et les Français, ils ne sont pas 5000. Les Français sont intimidés en disant, ça y est, est-ce qu'on mène le combat? Il le faut, oui, peut-être. Et ils tremblent. Et Jeanne dit, il ne faut pas trembler. Elle a une expression qu'elle ressortira au procès, donc nous pouvons dire qu'elle l'a vraiment prononcée. Et elle a dit, serait-il même pendu au nuage, que je sais bien qu'on les aura. Pourquoi? Parce qu'elle a toujours son idée, Dieu est avec moi. Oui, oui, ça, Dieu, on verra. Et les capitaines se disent, c'est tout de même redoutable. Juste à ce moment-là apparaît un renfort français absolument inattendu. Richemont, je vous en ai parlé la première fois à propos de la valse des favoris. Richemont, c'est le connétable, c'est le frère du duc de Bretagne. Le roi lui avait fait confiance en 1425, puis ce Richemont s'était passé du côté des Anglais en 1427. La Trémouille, qui avait été complice de Richemont, est maintenant son ennemi né. Alors le roi avait renvoyé, avait proscrit ce Richemont. Et je le comprends un peu, puisque Richemont était passé du côté des Anglais. Or, justement maintenant, à Beaugency, alors qu'on est à la veille de se battre à la bataille de Patay, voilà le Richemont qui s'amène avec des Bretons, et pas tout seul, il s'amène avec 500 cavaliers et 300 archers. C'est-à-dire quelque chose de considérable. Il y a de quoi regonfler les Français qui se disent, si les Anglais sont extrêmement nombreux, maintenant nous avons les Bretons. Attention, Richemont, il est horriblement mal avec le roi, et surtout avec la Trémouille. Alors si on prend Richemont, si on accepte la collaboration de Richemont, il y a de quoi se faire saquer par Charles VII. Alors d'Alençon lui-même, qui est le patron, enfin, qui est le commandant de l'opération, dit, si vous acceptez Richemont, moi je m'en vais. Et Jeanne dit, si vous acceptez pas Richemont, c'est moi qui m'en vais. Alors il y a un nouveau clash, enfin il y en a tout le temps avec Jeanne, il y a des cris épouvantables. Et Jeanne dit, il faut prendre Richemont, enfin demain vous vous arrangerez, mais maintenant il y a la bataille. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire une côte mal taillée, qui est assez désagréable pour Jeanne. Elle est toujours à l'avant-garde, hein. Jeanne, elle risque tout et c'est ce qu'elle aime. Et on va lui dire, eh bien, demain, Jeanne, à la bataille de Patay, ce sera le 18 juin, c'est une date importante en France. 18 juin, c'est Waterloo, puis c'est un autre 18 juin. Eh bien, le 18 juin 1429, à la veille de la bataille de Patay, quand on fait l'ordre de bataille, on déclare, Jeanne sera derrière, sera à l'arrière-garde, avec le Richemont, et on ne fera appel à vous, Jeanne, et à Richemont, qu'au cas où ça tournerait mal. Les Anglais ont essayé un coup d'embuscade. Ils se sont dit, on va se dissimuler derrière des haies, les Français ne verront pas arriver, on va leur tomber dessus, on va les massacrer. Et un tout petit fait, une ces choses imprévisibles de la guerre, c'est les fameux impondérables, fait que l'embuscade anglaise va se retourner contre eux. Ils sont en effet dissimulés, puis à ce moment-là, il y avait du gibier un peu plus qu'aujourd'hui. Un cerf est parti brusquement, il s'est jeté sur les lignes anglaises, les Anglais ont vu arriver ce grand animal avec ces bois qui les a effrayés, ils ont fait du bruit, et les Français qui étaient à 200 mètres entendent ce bruit d'armes qui a été provoqué par le cerf qu'ils voyaient courir devant eux. Alors les Français se disent, minute, ils sont là-bas, attention. Alors on fait un mouvement tournant, on essaye de prendre les Anglais à leur propre piège. En effet, ils sont pris. En plus, il y a une méprise qui se produit chez eux, parce que Talbot, qui était le grand chef de guerre, essaye lui aussi un mouvement tournant avec sa cavalerie. Les Anglais de première ligne voient Talbot qui s'en va, ils croient qu'il les plaque, ils croient qu'il bat en retraite. Et les Anglais eux-mêmes se mettent à battre en retraite, si bien que c'est un massacre épouvantable. Il y a environ 2000 tués. C'est la grande victoire française de Patay, victoire à laquelle la pauvre Jeanne n'aura pas pris part, puisqu'elle est à l'arrière-garde. Mais enfin, ça y est, c'est même la revanche d'Agincourt, la revanche de Verneuil. Les forces anglaises ont été en race campagne, absolument détruites par les Français. Alors maintenant, il me semble qu'on peut y aller, hein. Ça y est, on va pouvoir marcher sur Reims. Étant donné que les forces anglaises sont détruites, que le petit Philippe de Bourgogne a l'air d'être tranquille, enfin d'être neutre, on va pouvoir y aller. Mais là, elle a fait un faux pas, Jeanne, à ce moment-là. Cette affaire Richemont, ça lui reste sur le cœur. Elle se dit, c'est même dommage, hein. Voilà quelqu'un, un breton avec ses 1000 combattants, qui s'offre à nous, et le roi ne veut pas.
Alors elle va trouver le roi, et c'était la dernière chose à faire. Mettez-vous bien dans l'esprit que le roi et que la cour considèrent Jeanne comme simplement un petit fétiche religieux. Hein. Il ne faut pas qu'elle ait de pouvoir, pas de pouvoir militaire et encore moins de pouvoir diplomatique, elle n'y comprend rien. Alors quand Jeanne se mêle d'aller trouver le roi pour plaider en faveur de Richemont et pour dire au souverain, sûr, je vous en prie, enfin il faut prendre Richemont, il lui dit assez sèchement, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Et elle est même renvoyée, ou plus exactement, d'après ce que dit un chroniqueur, Jeanne Fort-Marie se délogea de Sully, elle était au château de Sully. Et attention, le château de Sully appartient à la Trémoille. Donc elle est chez son grand ennemi, parce que la Trémoille, comme Regnault, ne l'aime pas. Se délogea de Sully et alla loger au champ. Ça veut dire elle boude. Elle boude parce qu'elle voit pour la première fois qu'elle a décru dans l'estime du roi et qu'on lui a congédié en lui disant, enfin non, c'est pas vos affaires. Heureusement, ça va s'arranger parce qu'on va venir la rechercher dans sa bouderie. On la fait revenir à la cour pour un travail qui n'est pas bien son genre. Vous savez, elle, c'est une fille qui se bat. On lui demande d'écrire une lettre. On lui dit, le duc de Bourgogne, il a l'air de nous laisser passer pour le sacre. On va traverser ses États, on va traverser les zones qu'il contrôle. Mais il a l'air gentil quand même. Si vous l'invitiez, vous, Jeanne, avec le prestige que vous avez, si vous écriviez personnellement au duc de Bourgogne pour l'inviter au sacre. Jeanne n'aime même pas trop ça, vous savez, mais enfin elle le fait parce que c'est l'ordre du roi et puis surtout un peu aussi pour rentrer en grâce. Alors elle fait sa lettre, très gentille, comme on lui a demandé de le faire, en invitant le duc de Bourgogne. Elle est toute requinquée, elle est toute regonflée, au point que ce mot de jactance, que je vous citais tout à l'heure, a son application à propos d'une lettre qu'elle va écrire aux gens de Tournai. Tournai, dans le nord, il y avait Tournai, il y avait le Mont-Saint-Michel, il y avait Vaucouleurs, qui étaient les trois endroits qui étaient restés fidèles au roi Charles VII au nord de la Loire. Alors le 25 juin de Gien, elle écrit aux Tournaisiens, pour leur raconter ce qui vient de se passer, et elle dit carrément ceci. La Pucelle vous fait savoir qu'en 8 jours, elle a chassé les Anglais de toutes les places qu'ils tenaient sur la rivière de Loire. La Pucelle a chassé. Oh non, 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 c'est les troupes de d'Alençon. Elle faisait partie des troupes de d'Alençon, mais c'est pas elle. Alors je suppose que si d'Alençon et les gens de la cour ont lu cette lettre, et ils l'ont certainement lu, qu'elle envoyait aux gens de Tournai, leurs sourcils ont dû un peu se lever en disant tiens, tiens, alors c'est elle qui paraît-il a tout fait. Elle est toute contente, hein. On a enfin décidé de marcher sur Reims, je vais vous dire la prochaine fois à quel point elle tient à ce sacre pour des raisons mystiques. Alors elle part toute contente, elle se prépare à partir toute joyeuse, et la pauvre petite ne se doute pas qu'en ce moment même, il y a un énorme nuage qui est en train de se réunir sur sa tête. Un nuage terrible. De quoi s'agit-il? Eh bien, nous savons depuis pas tellement longtemps, depuis la révélation de la correspondance des Giustiniani Morosini, nous savons que dès la prise d'Orléans, l'université de Paris est intervenue. Ça vous dit rien, hein, l'université de Paris? C'était quelque chose d'énorme à ce moment-là. C'était la grande université catholique, je dis du monde entier, c'est-à-dire de l'Europe chrétienne. C'était la montagne aux sentences, comme dira Claudel en riant. C'était l'aréopage des théologiens, c'était le cénacle des docteurs, quoi. Il n'y avait rien de plus important dans la chrétienté, c'était la lumière de la chrétienté que l'université de Paris. Seulement, elle est à Paris, cette université. Et depuis 1418, Paris est anglo-bourguignon. Paris n'est pas du tout pour le roi Charles VII. Alors quand les universitaires de Paris, quand les théologiens de Paris, quand l'Inquisition de Paris voit que Jeanne est en train de se mêler de ses affaires, qu'elle prétend être inspirée de Dieu, et qu'elle fait un travail qu'eux-mêmes désapprouvent complètement puisqu'ils sont du côté des Anglais, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces théologiens et ces gens de l'Inquisition? Ils vont dénoncer Jeanne à Rome. Nous savons qu'en 1429, et elle sera brûlée par l'Inquisition en 1431, en 1429, l'Université de Paris a déjà dénoncé Jeanne auprès du pape comme hérétique. C'est une lumière de la chrétienté, l'Université de Paris. Mais une lumière, ça peut être aussi non seulement un flambeau, mais une torche. Un flambeau, ça éclaire, mais ça peut aussi brûler. Alors au moment où vous voyez la petite Jeanne si contente à se préparer à son sacre, c'est le moment même où les théologiens de l'Université de Paris sont en train de réunir les fagots où on la brûlera, où ils la brûleront eux-mêmes dans 2 ans.